Bonjour Sabine Tillet. Bonjour. Vous êtes députée En Marche d'Indre-et-Loire. Vous présidez à l'Assemblée nationale la Commission des affaires européennes. Vous êtes franco-allemande. Et le Brexit d'abord, le psychodrame se poursuit. Les députés britanniques ont encore une fois reporté leur décision sur cet accord. Emmanuel Macron souhaite que la date du 31 octobre soit l'échéance prévue. On prend le risque d'un Brexit dur. Oui, ça fait un moment qu'on prend malheureusement le risque d'un Brexit dur. Je vais même vous dire, il y a à peine 2 ans, on est parti avec une délégation de l'Assemblée nationale pour rencontrer, entre autres, nos homologues du Parlement britannique. Nous sommes revenus le soir en se disant comment va-t-on pouvoir s'en sortir. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, parce qu'on avait entendu tout et son contraire. Donc on imaginait mal comment le Parlement britannique allait pouvoir donner son accord à un accord négocié par le gouvernement. Aujourd'hui, à quelques jours de l'échéance du 31 octobre, est-ce qu'il ne vaut pas mieux donner un petit délai supplémentaire aux Britanniques afin d'avoir un Brexit négocié? Oui, mais ce petit délai supplémentaire, il faut qu'il soit basé sur quelque chose de très concret. Un délai supplémentaire, oui, mais pour éventuellement justement leur permettre de appliquer exactement aussi de donner leur accord à leurs textes nationaux à la loi d'application. À la loi d'application pour justement permettre de se prononcer sur l'accord, mais pas repousser, je dirais, à vitam aeternum. C'est quoi pour vous le bon deal, s'il y en a un? Ça serait 31 octobre, quoi qu'il arrive? Le bon deal, ça sera l'accord tel qu'il est sur la table pour le 31 octobre. Parce que je crois qu'il faut qu'on en sorte, parce que cette insécurité juridique pour nos entreprises qui ont besoin de la visibilité et même aussi pour les citoyens qui vivent de part et d'autre, je crois que c'est assez insupportable à la longue. Vous parlez effectivement des entreprises. Pour les entreprises françaises, une étude toute récente de la Direction générale des entreprises dit que sur les 3000 qui commercent avec le Royaume-Uni, il y en a moins de 50% qui ont vraiment anticipé le Brexit. C'est inquiétant? C'est inquiétant, oui. Ou disons, moi j'ai lu qu'il y avait à peu près 53% qui se sentaient pas suffisamment préparés, mais je pense que ça dépend aussi de la taille des entreprises. Les PME sont plus les grandes concernées. Entreprises ont les moyens, mais quand vous avez une petite entreprise où votre premier souci c'est d'avoir votre carnet de commandes plein, c'est très très difficile de s'y préparer. Quelle peut être la réponse des 27 qui sont consultés par Donald Tusk, président du Conseil, dans les quelques jours qui viennent? C'est surtout rester unis. Et là, je crois qu'on peut à nouveau féliciter Michel Barnier. Rester unis et rester sur cette position, oui, à un deal, mais bon, maintenant dans les délais qui ont été prévus. Et surtout, il est grand temps de commencer à envisager le futur. La suite. Alors, le couple franco-allemand, il ne va pas très bien. Quelle doit être l'attitude de la France face à une chancelière Angela Merkel affaiblie? Je crois qu'il faut qu'on intervienne surtout à tous les niveaux. Ce qu'on fait aussi, qu'on essaye de faire, nous, les parlementaires. Nous avons mis en place une assemblée parlementaire franco-allemande le 25 mars de cette année. Nous avons déjà eu 2 réunions plénières, 100 députés, 50 de part et d'autre, qui reflètent exactement les majorités en présence dans leur maison mère, qui vont travailler ensemble et qui vont essayer de comprendre déjà le système politique, l'organisation étatique, c'est pas encore compris ça depuis? Non, c'est pas compris parce que c'est quelque part, il faut vraiment travailler ensemble. Et je crois qu'il faut aussi dépasser ces mythes de cette amitié très profonde. L'amitié, elle est là, la réconciliation s'est faite. Maintenant, il faut qu'on se mette au travail et qu'il faut qu'on mette des sujets qui fâchent sur la table pour voir où est-ce qu'est la complémentarité. Par exemple, des sujets sur la zone euro, des sujets quant à la défense. Donc on a un beau projet en commun, c'est l'avion du futur, notre futur Air Combat System. Et là, je crois qu'il y a déjà les industries qui se mettent ensemble, mais il y a plusieurs étapes à passer. Et on a un État central d'un côté, on a une fédération de l'autre côté. Donc c'est compliqué. Donc c'est beaucoup plus compliqué parfois qu'on le pense. Et surtout, on a une histoire et une culture différentes, mais on a une énorme complémentarité si on se donne la peine de la chercher. Donc cette locomotive franco-allemande, elle existe encore? Bien sûr, de toute façon, je crois que Jean-Claude Juncker l'a très très bien exprimé à Aix-la-Chapelle. Il a dit les relations franco-allemandes suscitent beaucoup de frustration, mais
cette frustration se change en douleur quand cette relation ne fonctionne pas. Pourtant, Donald Trump a réussi à enfoncer un coin dans cette relation, notamment en matière commerciale. Les sanctions américaines, elles n'ont pas le même impact pour la France et pour l'Allemagne? Non, mais elles ont un impact de toute manière dans l'Union européenne, dans sa globalité. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive vraiment à se comprendre comme une entité. Mais on ne parle pas d'une seule voix face à Donald Trump. Non, mais je crois que le Brexit montre qu'on est capable de parler d'une même voix. Et je crois que cette idée-là se fait quand même, malgré tout, de plus en plus un chemin parmi les États membres de l'Union européenne. Que, par exemple, face aux États-Unis, face à la Chine aussi, on a besoin, nous aussi, de s'affirmer. Et on est encore aujourd'hui une puissance économique et commerciale. Mais il ne faut pas qu'on laisse passer le train. Même si l'économie allemande entre en récession. Oui, mais l'économie française se porte quand même assez bien et pour la première fois depuis des années est une forme de locomotive en Europe. Pour vous, finalement, le Brexit a montré cette union des Européens. Oui. C'est un effet positif, si on peut dire, du Brexit. Oui, tout à fait. C'est-à-dire la possibilité, quand il y a une vraie volonté politique, qu'il y a une cohésion entre les États membres qui se fait jour. Alors la cohésion, elle n'est pas vraiment à l'ordre du jour pour ce qui est de la Commission et de la présidence de la Commission française, du commissaire européen, Sylvie Goulard. La commission. Alors, Sylvie Goulard était une mauvaise candidate. Sylvie Goulard était une candidate vraiment, comment dirais-je, vraiment. Sylvie Goulard, c'est une personne extrêmement compétente qui était faite pour ce portefeuille, qui est fait pour ce poste-là. Et c'est vraiment extrêmement regrettable. Mais il y a eu des jeux politiques. C'est un règlement de compte du PPE et de Manfred Weber? Je pense qu'il y a un peu de ça, mais c'est peut-être plus compliqué que ça aussi. En un mot? Parce que le Parlement européen, c'est quand même un Parlement, je dirais, où il faut nouer énormément de contacts entre les uns et les autres. Il faut. Ce travail-là, il n'a pas été fait. Il y a un travail de fond qu'il faut faire, je veux dire, avant, pendant, après, aussi avec les parlementaires de tous bords, une préparation. Et le Parlement européen, c'est un Parlement qui veut s'affirmer. C'est vrai qu'on a d'un côté les traités qui disent c'est le Conseil européen qui propose, mais c'est le Parlement européen qui confirme. En Marche et Renew Europe, c'est cru un peu en terrain conquis? Ça, on ne peut pas forcément le dire. Moi, j'y étais pas, mais je pense qu'on aurait dû nouer bien plus de contacts. Donc, c'est les relations aussi qui font que les choses avancent. Mais maintenant, c'est vrai qu'aussi que Sylvie Goulard, elle a fait les frais d'une situation très particulière. Et qui doit être le candidat de la France? Et c'est vrai que l'histoire du Spitzenkandidat, que je trouve qu'on a à raison refusé, parce que les Spitzenkandidats avaient du sens uniquement si on avait des listes transnationales, vous voyez. Mais ça laissait des traces assez profondes au PPE. Qui doit être le candidat de la France? Michel Barnier? Ça, je ne suis pas dans l'exécutif, c'est le président qui en décidera, qui fera des propositions. Quel est votre candidat? Mais moi, personnellement, je n'ai pas forcément un candidat, mais je pense que des gens comme Michel Barnier, comme Bruno Le Maire, comme Florence Parly, les personnes qui ont déjà à plusieurs fois été mentionnées dans la presse, on est personnes capables de relever ce défi, parce que c'est un grand défi et il nous faut aujourd'hui une commission vraiment forte, capable de se affirmer sur la scène internationale. L'Europe doit se saisir aussi de sa puissance réelle qu'elle a encore. De ces sujets. Alors une autre commission, effectivement, celle que vous présidez à l'Assemblée nationale en France, la commission des affaires européennes. Vous dites, je ne veux pas, alors que En Marche vous le demande, de céder votre poste à mi-mandat. Vous dites, il n'en est pas question, je ne partirai pas. Pourquoi? Et est-ce que ce n'est pas un peu dérisoire face aux enjeux? Ce n'est pas dérisoire face à l'enjeu, mais peut-être d'abord, c'est une situation vraiment regrettable et pour moi, elle n'est évidemment pas facile à vivre, mais il faut être très très clair. Il y a un règlement intérieur d'un groupe politique
et il y a les institutions, avec un règlement aussi. Et il y a cette situation très particulière de la Commission des affaires qui européennes, pas une commission permanente de l'Assemblée nationale. Et surtout, qui n'est pas une commission qui légifère. C'est une commission de contrôle et c'est une commission d'évaluation. Elle a deux missions. Elle informe en interne sur la législation européenne, parce que les à peu près 1000 propositions législatives de la Commission européenne arrivent sur la table des commissaires des affaires européennes. Nous sommes 48 et nous sommes en la particularité, nous devons siéger dans 2 commissions. Et vous avez été mandaté, vous avez été élu sous une étiquette En Marche. En Marche vous dit, c'est la règle chez nous, à mi-mandat, on remet son poste en jeu. Regardez le règlement intérieur de notre propre groupe qui dit... Aujourd'hui encore... Qui dit, regardez, il y a un article 24 qui dit, n'est pas soumis à renouvellement que les instances la commission des affaires... vous demande de partir. La commission des affaires européennes, sauf si... les personnes concernées le décident à mi-mandat. Le mi-mandat, c'est d'abord tout simplement au mois de décembre. Et deuxièmement, c'est une décision personnelle. Qu'est-ce que vous allez faire au mois de décembre si la situation ne se règle pas d'ici là ? J'avais fait une proposition au mois de juillet au groupe politique en disant on a besoin de sortir cette commission des affaires européennes qui joue, qui au sein de l'Assemblée est presque pas visible. Et mon combat, depuis qu'on parle de révision constitutionnelle, c'est qu'à ce que cette commission acquiert le statut d'une commission permanente. À ce moment-là, il y a renouvellement automatique. Il n'y a même pas de questions à se poser. Objectif. Donc, j'avais demandé au groupe, soutenez-moi pour ça. Si la révision constitutionnelle... J'étais à peine soutenue dans cette direction. Moi, je dis, attendez, on ne va quand même pas faire moins bien que M. Sarkozy en 2008, quand il a fait en sorte à ce que la délégation des affaires européennes devienne une commission, mais pas avec toutes les prérogatives. Qu'est-ce que vous faites d'ici le mois de décembre, si la situation n'est pas réglée? D'ici le mois de décembre, je reste. Et je vais vous dire pourquoi aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, on a un rôle vers l'extérieur. Nous devons pousser aussi les positions françaises. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas au détriment justement de ces positions françaises, Non, absolument pas. Parce division. que vous croyez qu'en nous, des contacts à l'extérieur, comme ça, en un claquement de main? Non, il y a eu un travail de fond. Depuis 2 ans de fait. C'est pour ça que vous voulez rester. Et donc, moi, au moins, je suis contente qu'on reconnaisse le travail qui a été fait. Et ce travail, on peut le faire fructifier que maintenant. Et les institutions ont besoin d'une stabilité. Pourquoi vous croyez que le législateur a décidé que les membres de cette commission soient désignés pour 5 ans? Les membres aussi. Et pourquoi le bureau est élu pour 5 ans? Parce que justement, on a le travail en double et chez nous, la présence est facultative. Mais j'avais fait une proposition. On y reviendra sans doute d'ici le mois de décembre. Merci beaucoup, Sabine Tillier.